Donc, bonjour tout le monde. Nous allons enchaîner le thème par la prise en charge non médicamenteuse de la douleur. Donc, dans cette approche, on va prendre les moyens qu'un médecin généraliste a sous la main pour pouvoir traiter les patients. Donc, pour cela, euh, alors, on va dire pourquoi un médecin généraliste va s'intéresser aux moyens non médicamenteux, parce que des fois, on a des limites pour l'application des antalgiques et des anti-inflammatoires. C'est parce que des fois, on a des effets indésirables et de dépendance, comme vient de l'expliquer bien Madame Amron. Et parce qu'en fait, les douleurs chroniques sont fréquentes et en soins primaires. Donc, le médecin, il doit avoir d'autres armes thérapeutiques pour pouvoir gérer un peu cette douleur. Donc, le médecin généraliste il est directement concerné parce que, en fait, c'est lui il représente la première ligne de prise en charge. L'information et l'éducation du patient passent par lui. Et bien sûr, il doit savoir quand orienter vers les structures adaptées quand il s'agit d'une douleur, comme a dit le professeur Edienne, douleur chronique, ça veut dire douleur qui représente une maladie à elle seule. Donc, quel est le premier moyen thérapeutique qu'on peut utiliser? La cryothérapie. Donc, je pense que vous connaissez ce que c'est. La cryothérapie, c'est cryo, qui est relatif au froid. C'est l'application d'une substance ou d'un agent sous forme de glace ou de compresse froide, etc. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est diminuer la température des structures d'une région du corps, des vaisseaux sanguins, procurant ainsi un effet anti-inflammatoire et analgésique. Donc, la glace est utilisée pour traiter plein de douleurs. Donc, les origines sont diverses. On peut traiter des hématomes quand une douleur est aiguë. On peut soulager une douleur chronique dans les pathologies rhumatismales dégénératives, comme les arthroses, dans les maladies rhumatismales inflammatoires, spondylarthrite, ankylosante et polyarthrite rhumatoïde, qui sont vraiment douloureux et gênants, et dans les pathologies neurodégénératives, comme la sclérose en plaques, la sclérose latérale amyotrophique. Il faut savoir que cette douleur a des fois des chiffres qui sont très élevés et très gênants. On peut même soulager des douleurs des organes comme le foie, le pancréas. Donc, ça peut être viscéral, ça peut être d'une autre origine, même les douleurs aiguës quand on a un choc ou un traumatisme. Maintenant, le deuxième moyen thérapeutique, c'est la thermothérapie. Donc, on a retenu que le froid peut nous aider, mais on a aussi la chaleur. Donc, la chaleur, c'est le contraire. C'est l'application d'une substance ou d'un agent qui va augmenter la température des structures d'une région du corps. Donc, c'est tout à fait le contraire. Donc, on peut utiliser les vessies chaudes, on peut utiliser les couvertures chauffantes, on peut utiliser les bains chauds. Et en fait, ça va augmenter la température, qui va augmenter la circulation sanguine et le métabolisme, qui va entraîner une diminution de la douleur et des processus de guérison tissulaire. Donc, c'est le contraire du refroidissement. Et ce soulagement va augmenter, comme en articulaire, ça va donner une mobilité articulaire qui est plus facile. Le froid et le chaud, ça veut dire qu'ils sont contradictoires. Le froid, il diminue la douleur, l'inflammation et ralentit la circulation sanguine. La chaleur, par contre, augmente la souplesse articulaire et provoque une guérison tissulaire en augmentant la circulation sanguine et le métabolisme. C'est tout à fait le contraire. Donc, quand utiliser le froid, en général, on l'utilise dans les premières 72 heures suivant une douleur ou donc ça veut dire soit si elle est secondaire à des blessures ou à l'aggravation d'une douleur préexistence. Donc on revient et on peut dire que le froid peut nous aider. En cas de doute, on peut appliquer le froid parce que des fois on ne sait pas. Est-ce qu'il faut-il mettre du chaud ou faut-il mettre du froid? Le froid, il n'est pas, même si on l'applique par erreur, il n'est pas nocif. Donc on peut l'utiliser, d'accord? Mais le chaud, si on l'utilise à tort, il peut augmenter l'inflammation et ça va causer problème. Donc quand on ne sait pas, quand on a un doute, utilisez le froid. Donc, l'utilisation du froid, donc on peut l'appliquer rapidement donc dans les 72 heures suivant une douleur qui apparaît, ou bien on peut l'utiliser en cas de douleur qui s'aggrave. Elle était préexistante et elle s'aggrave. Et là, on peut l'utiliser. J'ai dit que le froid, on n'a pas de, si on veut, une contre-indication. Une contre-indication, ça veut dire qu'il ne va pas nuire. Et si on doute, on utilise le froid. Comment l'utiliser, c'est pendant 10 à 15 minutes. Il faut protéger la peau auparavant et il faut attendre minimum 60 minutes pour réappliquer. Nous, on dit, on peut appliquer le froid chaque 4 heures. Ça veut dire application 10 à 20 minutes toutes les 4 heures.
Le chaud, par contre, on peut l'utiliser aussi dans les 72 heures après une blessure, après une douleur chronique, et il va détendre les muscles. Et cet effet de détente musculaire, il va vraiment donner un confort. Donc, on peut l'utiliser de la même façon pendant 20 minutes. Il faut protéger, bien sûr, préalablement la peau, et on peut l'appliquer toutes les quatre en général, on n'utilise pas comme le froid, on le réutilise souvent dans la journée, mais on peut l'utiliser tous les jours pendant une semaine ou 10 jours ou un peu plus. Et il faut savoir que il est destiné aux douleurs chroniques et aiguës. Donc, troisième, on peut, et je voulais vous dire aussi qu'on peut altérer un effet efficace euh, très important. Il y a aussi maintenant des moyens physiques qui alternent le chaud et le froid. Donc, nous, comme médecin généraliste, vous pouvez conseiller le chaud et le froid parce qu'on peut l'appliquer à la maison, mais en salle, nous, en salle de kinésithérapie, on a des moyens thérapeutiques pour l'utilisation du chaud et pour l'utilisation du froid. On a l'infrarouge, on a la T-card-thérapie, on a le choc, la choc thérapie et le choc thérapie, il alterne entre le chaud et le froid. Donc, on peut utiliser les deux en même temps. Et ça donne de très bons résultats. L'électrothérapie, par contre, les TENS, c'est le Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation, c'est la neurostimulation électrique transcutanée. Si, en fait, c'est un appareil portatif que le patient achète et il garde chez lui. Il va appliquer les électrodes sur la partie douloureuse et il va lancer le programme. Tout est préétabli, tout est préprogrammé dans l'appareil. Il va choisir le programme de soulagement de la douleur qui l'intéresse. Par exemple, une douleur neuropathique, une douleur musculaire, une douleur rhumatismale ou autre. Et l'effet, c'est quoi? C'est bloquer les signaux douloureux par une stimulation de production d'endorphines. Donc, cette technique, elle est très, très pratique et vous voyez qu'on peut soulager de très, très nombreuses douleurs par leur localisation. Par exemple, une migraine. Le site, vous voyez bien que le site de dépôt des électrodes est bien déterminé. Quand on a une douleur abdominale ou intestinale, on a aussi là où placer les électrodes. Dans une douleur du coude, ou du bras ou de l'avant-bras, quand il s'agit d'une douleur du membre inférieur d'une sciatique, une irradiation inférieure, quand il s'agit aussi d'une douleur de la hanche, d'une douleur du genou, des épaules, d'une douleur de l'estomac et bien sûr même quand il y a une lombalgie ou une cervicalgie. Donc tout est prédéterminé et préprogrammé, on n'a qu'à appliquer le traitement. Et c'est très efficace parce que des fois on peut l'utiliser même au travail, même en conduisant notre voiture. Si on a une douleur, on applique notre appareil et on est tranquille et soulagé. Donc, on le prescrit sur ordonnance, hein. La technique respiratoire, c'est une technique qui est très, très importante et qui apporte beaucoup de bien aux patients. Donc, apprendre à respirer. Respirer pour soulager une douleur. Alors, comment doit-on respirer pour soulager une douleur? Il faut inspirer par le nez, expirer par la bouche. Mais l'astuce, il est où? Il est au niveau de l'abdomen. Quand on inspire par la bouche, il faut laisser l'abdomen relâché. C'est-à-dire que le diaphragme va s'abaisser et en s'abaissant, comme vous voyez dans cette image, le diaphragme s'abaisse, donc il y aura un remplissage thoracique très important. Le relâchement abdominal va permettre la descente du diaphragme et va permettre l'avancement de la cage thoracique vers l'avant. Donc, il y aura un bon remplissage et une bonne inhalation et respiration. Par contre, dans l'expiration, quand on expire, c'est là où on serre l'abdomen pour soulever le diaphragme et favoriser l'expiration. Donc, il faut prendre son temps en inspirant, en expirant. On va voir comment on le fait. Et ce qui n'est pas bon, c'est serrer les abdominaux au moment d'inspirer. Ça, c'est faux. Donc, ce qu'on appelle la respiration thoracique, il ne faut pas serrer les abdominaux pendant l'inspiration parce qu'il n'y a que la cage thoracique qui va venir devant et le diaphragme ne va pas se baisser. Donc, quelles sont les techniques qu'on peut utiliser? Il y a aussi la technique, la première technique, c'est le box breathing. Ça veut dire inspiration, expiration, inspiration, expiration pour le même temps, 4 secondes pour chaque chose. Ça veut dire on inhale 4 secondes, on retient 4 secondes, on expire 4 secondes et on retient 4 secondes. Ça, c'est le box breathing. La deuxième technique, c'est le 4-7-8 breathing. Ça veut dire qu'on inhale 4 secondes, on retient 7 secondes et on expire 8 secondes. Ça, c'est une deuxième technique. La troisième technique, c'est la technique pursed lip breathing. On inhale avec le nez et on expire
par la bouche. Donc, l'inhalation 2 secondes et l'expiration 4 secondes. Et c'est très important de savoir que le temps expiratoire doit être supérieur au temps inspiratoire. Donc, on fait introduire l'oxygène et on serre les abdominaux et on relâche doucement pour laisser l'effet de l'oxygénothérapie se faire. Donc, le troisième, on va dire le quatrième système, c'est le diaphragmatic breathing. Ça veut dire, c'est ce qu'on vient de dire, utiliser la puissance du diaphragme en inspirant. Ça veut dire qu'on va relâcher l'abdomen pour laisser le diaphragme se baisser et en inspirant. En expirant, on contracte l'abdomen et on laisse l'air se dégager pour en fait laisser le diaphragme remonter et pousser encore l'air vers l'extérieur. Il y a l'alternate nostril breathing, c'est inspirer par une narine, expirer par une autre narine. Et là, ça donne aussi très bien, donc inhalation à droite et expiration à gauche. Et il y a aussi le resonance breathing, c'est inhaler 5 secondes et expirer après. Donc, ça donne très bien. Et la technique respiratoire est une technique très, très, très efficace dans le traitement de la douleur et on peut la conseiller pour nos patients. L'autre technique, c'est l'activité physique et les exercices. Donc, l'APA. Vous avez déjà entendu parler de l'APA. APA, c'est activité physique adaptée. Activité physique adaptée, c'est les exercices. Ça veut dire qu'il faut déconseiller le repos strict, c'est formellement déconseillé. Il faut une activité physique adaptée, ça veut dire la marche souvent et régulièrement. L'OMS recommande 20 minutes de marche tous les jours ou bien 50 minutes 3 fois par semaine et faire des exercices d'étirement régulièrement avec une technique bien adaptée. Et là, je vous ai mis quelques exercices qu'on peut utiliser pour les épaules, pour étirer les pectoraux, pour étirer les muscles trapèzes, pour étirer les muscles spinaux, les lombaires et même des abdominaux, comment étirer les muscles antérieurs et postérieurs et ça, c'est ce qu'on appelle activité physique adaptée. L'autre technique, c'est la relaxation. Relâchement. Donc, relaxation, c'est quoi? C'est une technique qui utilise les exercices respiratoires, qui utilise la détente musculaire et qui utilise, il faut que le patient soit conscient. Ça veut dire il faut qu'il adhère avec une cohérence cardio-respiratoire. Alors là, il y a une méthode qu'on appelle la méthode de Jacobson. C'est une technique de relaxation musculaire progressive. Donc, il faut juste l'apprendre et la faire enseigner aux patients. Donc, pour chaque partie du corps, il convient de tendre un groupe musculaire 5 à 7 secondes. Après, on va relâcher, puis on va redétendre pendant 20 secondes. Chaque de ces séquences devant être répétée 2 fois. Et vous voyez qu'une partie du corps va suivre l'autre. Donc, on a les bras, les jambes, les ceintures pelviennes et scapulaires, le dos, et on se relâche graduellement, progressivement, et puis on retient et on relâche. Ça, c'est une technique de relaxation. Tout à l'heure, le professeur Edienne avait évoqué l'éducation thérapeutique du patient, donc c'est un volet très important. Il faut que le patient comprenne sa douleur, il faut qu'il dédramatise la douleur, il faut qu'il encourage son autonomie, il faut qu'il améliore l'adhésion thérapeutique. Donc, pour ça, c'est ça l'éducation, le principe de l'éducation thérapeutique, elle consiste à ça. Donc, en fait, c'est pour mieux modifier son mode de vie et en faveur de sa santé. Et le deuxième objectif, il faut qu'il soit lui acteur de sa santé et il faut qu'il trouve des stratégies d'adaptation. Il faut qu'il trouve des stratégies d'adaptation, ça veut dire qu'il faut qu'il soit autonome dans sa vie quotidienne. Donc, je vous ai donné quelques astuces pour s'intégrer. Et bien sûr, il y a la médecine complémentaire, l'acupuncture, le yoga tai chi, la méditation. On peut utiliser d'autres moyens qui vont apporter que du bien par rapport à la douleur. Donc, les indications pratiques en consultation, donc, je vous ai donné quelques exemples et on va les voir tout à l'heure dans le chapitre douleur musculo-squelettique. Donc, lombalgie chronique, sinon on n'a pas de l'éducation thérapeutique, de l'activité physique adaptée, des étirements, même si on traite, ça va récidiver, ça va continuer à apparaître. La cervicalgie, mobilisation et chaleur. Pour les douleurs diffuses, activité physique et relaxation. Pour les douleurs persistantes, si ça persiste malgré tout ça, il faut orienter en milieu spécialisé. Donc, quand orienté, quand la douleur chronique est rebelle et quand le retentissement fonctionnel est important, quand il y a des échecs des mesures de première intention qu'on vient de dire et quand il y a, bien sûr, comme a dit le professeur Edienne, les comorbidités psychologiques sont associées, donc on ne peut plus gérer. Maintenant, il faut passer la main. Donc, la douleur ne se traite pas uniquement par les médicaments. Les approches non médicamenteuses sont efficaces. Le médecin généraliste joue un rôle central et bien sûr parce qu'il va coordonner la gestion de la douleur avec le patient
et il va bien sûr dans une idée globale et individualisée. Donc, les traitements non médicamenteux sont incontournables. Ils réduisent la chronicité et la consommation du médicament. Et bien sûr, c'est un des circuits dans la prise en charge multidisciplinaire. Donc, juste pour voir, est-ce que vous avez retenu, on a pris un homme de 45 ans qui a une lombalgie qui évolue depuis plus de 8 mois. À l'imagerie, il n'y a rien du tout, il n'y a aucun signe de gravité. Le traitement médicamenteux, d'après le patient, est peu efficace et il y a un retentissement professionnel fonctionnel. Donc, qu'est-ce que vous allez proposer pour ce patient dans un chapitre de traitement non médicamenteux? Est-ce que vous allez lui dire, il faut vous reposer strictement pendant longtemps parce que vous avez mal? Est-ce qu'il va vous lui recommander l'activité physique adaptée ou et avec éducation thérapeutique du patient et l'électrothérapie? Ou là, vous allez lui dire aussi, il faut arrêter systématiquement votre travail. Donc, quelle est votre conduite que vous allez proposer? Il n'y a pas de réponse. BCD. B, Un. B, BC, BCD. Oui. Très bien. Donc, la réponse, c'est activité physique adaptée, éducation thérapeutique du patient et électrothérapie qui peut utiliser à lui seul en auto-utilisation à domicile. Donc, il ne faut jamais proscrire le travail, il ne faut jamais demander un repos strict au patient malgré que la douleur est chronique.